Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live révision du bac du Figaro étudiant en partenariat avec Les Bons Profs. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons étudier l'une des épreuves du baccalauréat. En l'occurrence, cette semaine, nous allons parler de l'épreuve anticipée de français avec notre invitée qui fait partie des Bons Profs et qui s'appelle Élodie Pinel. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de l'explication de texte. Vous allez nous présenter le sujet dans quelques secondes, mais avant tout, je souhaite préciser à nos internautes qui nous écoutent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent nous poser leurs questions en direct. Nous y répondrons à la fin de ce live avec grand plaisir. Alors, je vous en prie, c'est à vous Élodie, présentez-nous le sujet pour lequel nous allons parler aujourd'hui. Merci. Alors, le sujet en question, c'est une explication de texte qui va porter sur un poème tiré des Amours de Pierre de Ronsard. Voilà le portrait le plus connu de Pierre de Ronsard qui nous soit resté. Voilà le sujet, voilà le poème en question. Il s'agit d'un sonnet que je vais me faire le plaisir de vous lire. Donc, quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur, à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos, vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors, cette lecture, je viens de vous la faire en restituant la syntaxe et le sens. Bien sûr, il peut vous sembler assez opaque ce poème, puisque c'est un poème. Nous allons le voir tout de suite dans la partie introduction. Je vais vous le montrer, puis après je reviens sur la problématique. De la Renaissance, poème du XVIe siècle. Donc, cela implique un changement de langue par rapport à la langue à laquelle vous êtes habitué aujourd'hui. Je le remets. Vous aurez peut-être remarqué ou tiqué face à des mots un peu obscurs. Vous voyez, foyer qui est écrit comme ça, myrteux, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, fantôme qui est écrit avec AU au lieu de O. Rassurez-vous, le jour du bac, le texte sera expliqué, il y aura des notes pour les mots compliqués. Donc ça, c'est une première chose que je vais vous dire pour vous rassurer. Ensuite, j'ai choisi de vous proposer un corrigé ici avec une problématique contrainte, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas choisir seule la problématique, mais on vous demande de traiter une question en particulier. Ici, cette problématique, c'est en quoi ce poème est-il à visée argumentative ? C'est une problématique qui peut sembler un peu étonnante eu égard à la nature du texte, à savoir une poésie, puisqu'on s'attendrait à avoir cette question-là à propos justement de l'argumentation. En quoi ce texte est-elle à visée argumentative à propos d'un essai ou d'un discours ou d'un dialogue. Donc ici, c'est à propos d'un poème. Là encore, ça peut être déstabilisant. Deux facteurs de déstabilisation ici. Néanmoins, il ne faut pas se bloquer. J'ai fait le choix de vous donner un sujet compliqué pour vous montrer que la difficulté est surmontable. Alors, comment on va faire pour traiter ce sujet ? Alors d'abord, en termes d'introduction, je vous rappelle les lieux méthodologiques. On va commencer par présenter l'auteur, l'œuvre et puis l'extrait. On va du plus large au plus précis. Premier conseil, ne perdez pas trop de temps pour présenter l'auteur, puisque le but n'est pas de donner toute sa vie et de rappeler son itinéraire général, mais juste quelques repères. Alors, repères de temps. Poète de la Renaissance. Je vous rappelle que la Renaissance, c'est le XVIe siècle, donc des années 1500 à 1599. Et c'est un membre de la Pléiade, qui est un groupe de poètes que Ronsard avait fondé avec d'autres. Ils étaient 7 en tout. Donc, raison pour laquelle il s'était inscrit sous le signe d'une constellation de 7 étoiles, qui était la Pléiade. L'œuvre, présentation de l'œuvre, les amours. Si vous en savez des choses, si c'est une œuvre que vous avez étudiée en cours, vous pouvez exploiter vos connaissances. Si ce n'est pas le cas, vous passez directement à l'extrait, évidemment. Donc là, en l'occurrence, je vous donne quand même des éléments. Les amours, c'est un recueil de poèmes qui est inspiré par Pétrarque. Là aussi, si vous connaissez Pétrarque, allez-y, puisque c'est pas si fréquent. C'est pas un cours, donc je ne vous détaille pas davantage, mais vous regardez dans vos manuels, sur Internet, vous aurez plein d'éléments sur Pétrarque.
poète italien qui a inventé le sonnet. Et puis Ronsard, lui, ici, dans ses amours, il va chanter les femmes, et ça explique pourquoi les amours sont au pluriel. Les femmes qu'il a aimées, et on en connaît au moins 3, Cassandre, Marie-Hélène, et on connaît ces prénoms parce qu'il les cite dans les parties des amours, notamment les sonnets pour Hélène, qui sont destinés à Hélène de Surgères, demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis. Donc c'est une femme qui évolue dans la cour du roi de France de l'époque. Une fois cette présentation d'œuvre accomplie, on va donc au plus précis à la présentation de l'extrait, ici un poème. Quand vous serez bien vieille, un poème dans son intégralité. C'est un sonnet, c'est important de le caractériser, de le dire dès le début. Je vous remets la forme pour que vous le voyez bien. C'est un sonnet, donc 2 quatrains, 2 tercets. C'est la forme habituelle du sonnet. Et c'est un sonnet en alexandrin, donc là il y a seulement le premier hémistiche, vous vous rappelez que l'hémistiche c'est la moitié d'un alexandrin, donc quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle, 12. Donc on est bon, on est bien sur un vers à 12 syllabes, nommé alexandrin ou aussi dodécasyllabes, ça si vous voulez avoir des mots de vocabulaire supplémentaires. Et quel est le thème traité par ce sonnet? Eh bien c'est une exhortation, c'est-à-dire une injonction, le fait de donner un conseil, un ordre. Le poète exhorte Hélène à l'aimer avant qu'il ne soit trop tard, puisque ce poète, ce Ronsard, a alors 54 ans. C'est un poème qui est édité en 1578. Ensuite, on va annoncer le plan. Alors, je ne vous l'ai pas remis sur la slide intro, mais bien sûr, vous annoncez votre plan dès la fin de l'introduction. C'est important pour que votre correcteur vous suive. Et puis, on va développer ce plan. Alors, il est en 2 parties. Moi, en l'occurrence, vous avez le droit de faire un plan en 2 ou en 3 parties. 2 parties, je vous les montre, et puis ensuite, je détaille chacune d'entre elles. Une prophétie et puis une exhortation morale. Dans les 2 cas, il s'agit bien de répondre à la question, souvenez-vous-en, hein, n'oubliez pas votre question en cours de route, en quoi ce poème est à visée argumentative. Alors, je vais vous expliquer les raisons du choix de ces 2 parties. La première partie, donc une prophétie. Ce poème est à visée argumentative parce qu'il développe une vision du futur qui n'est pas scientifique, hein, qui est en fait fondée sur ce que le poète pressent, devine, craint ou suppose. Rappelez-vous toujours que pour traiter vos parties, il faut structurer, il faut proposer des sous-parties. Et donc ça va vous aider à donner de la matière, du poids à vos arguments et à votre argumentation, c'est de donner un ordre, une progression dans la présentation de l'analyse que vous faites du texte. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ici? 2 sous-parties, un avenir. La prophétie, c'est un discours sur l'avenir. Hein. Et un avenir ici caractérisé par le fait qu'il est solitaire pour Hélène et une nouvelle perception du présent, puisque le fait de présenter un avenir qui va être plutôt négatif, un avenir solitaire, va potentiellement faire changer à Hélène d'avis sur son présent, sur le fait qu'elle refuse son amour à Ronsard. L'avenir solitaire, on le voit, donc c'est un des thèmes du texte, hein, et on peut l'attester, cet avenir solitaire, en citant le texte. Rappelez-vous toujours qu'il faut citer le texte dans une explication de texte, puisque c'est bien le but de l'explication de texte que d'éclairer des mots, des choix de mots, l'ordre dans lequel ils sont présentés, et puis pour un poème, les rimes notamment, ou le rythme. Ici, l'avenir solitaire, vous le voyez, donc je l'ai indiqué tout à l'heure, au futur de l'indicatif, le serait, le dirait, et puis là, ici, on a vous n'aurez, par exemple, on a au moins 3 occurrences ici du présent de l'indicatif. Vous n'hésitez pas à réécrire les termes, il ne suffit pas de dire il y a un futur de l'indicatif dans le texte. L'avenir sombre, cet avenir sombre, donc là de mémoire, c'est parce qu'il y est question du soir. Hélène en question est en train de faire un travail de tissage textile près d'une cheminée. Elle est à la chandelle, donc on a une ambiance d'obscurité qui peut rappeler aussi certains tableaux, d'ailleurs clair-obscur, qui apparaîtront après, hein, quelques années plus tard au XVIIe siècle. Et donc on a cette idée des ombres myrteux aussi. Donc voilà encore des termes que vous pouvez convoquer pour montrer que l'avenir est bien décrit comme sombre. Ensuite, un topos. Alors, le topos, c'est un terme que vous ne connaissez pas toujours, mais qui peut être très pratique. Donc, je vous invite à bien retenir, puisque c'est synonyme de cliché, en quelque sorte. Hein. Topos en grec, ça veut dire le lieu. Et le topos, c'est le lieu commun, c'est-à-dire des choses qu'on retrouve dans plein de textes et qui deviennent traditionnelles. Donc ici, c'est un topos, celui de la vieille femme au foyer. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est une femme qui passe sa vie à la maison à élever ses enfants. Le foyer ici, c'est la cheminée en fait. Hein. Donc elle est auprès d'un feu de cheminée.
Et donc, elle symbolise la vieillesse qui essaie de se réchauffer parce qu'elle a froid. Souvent, on représente au Moyen-Âge, la Renaissance, la vieillesse à travers quelqu'un qui tremble de froid par rapport à cette froideur de la mort qui arrive. Donc ici, c'est une image qui en fait est très connue à la Renaissance, qu'on identifie moins maintenant, mais qu'on retrouve dans le poème à travers cette image de Hélène au foyer. Le terme foyer apparaît, et puis on a aussi la chandelle. Je vais vous le montrer à nouveau, donc la chandelle là, et puis vous serez au foyer. Vous voyez, il y a deux éléments, et assise auprès du feu en plus, donc on ne peut vraiment pas se tromper. Et le fait d'être assise répond au fait d'être accroupi. Voilà pour ces éléments du topos de la vieille au foyer, la vieille femme au foyer. Et puis Hélène est seule avec une servante. Donc je ne reviens pas sur la syntaxe du texte parce qu'il faut quand même qu'on avance un petit peu, mais vous verrez dans la deuxième strophe, dans le deuxième quatrain, que la notion de la servante accentue la solitude en fait d'Hélène. Et puis cette description d'un avenir solitaire nous amène à une nouvelle perception du présent, un peu comme, vous connaissez peut-être Charles Dickens, le conte de Noël, où Scrooge, en voyant son avenir malheureux, décide de changer d'attitude présente. C'est le même type d'argumentation ici, c'est la manière dont est utilisée la prophétie. Et donc, vu de cet avenir, le temps présent prend un autre sens, et d'ailleurs ça on le voit au niveau grammatical, au niveau des verbes, en fait, la conjugaison des verbes, puisque ici on va avoir, on a dit tout à l'heure, un futur, je ne vous enlève pas pour ça pour ne pas être perturbé, le futur serait, qui correspond en fait donc à une projection. Et dans ce futur, quand on parle de Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, eh bien le temps que j'étais belle ici correspond au présent en réalité, au moment où Ronsard écrit, au moment où Hélène lit le poème ou l'entend. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage dans le temps, en se projetant dans l'avenir, eh bien le présent devient le passé, tout simplement. Ce qui opère un brouillage temporel. Et donc dès lors, le présent va être hors du temps, va transcéder le temps parce qu'il va être associé à une louange immortelle. C'est quoi cette louange immortelle? C'est celle du poème. Ronsard dit que la louange qu'il fait, l'éloge qu'il fait d'Hélène est immortelle. Alors c'est l'éloge qu'il fait aujourd'hui. Et donc comme elle est immortelle, eh bien, elle va dépasser le présent, le futur et le passé même. Donc on transcende le temps à travers le poème. Ainsi, on a une prophétie de Ronsard qui a pour but de faire changer d'avis Hélène sur le présent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on est cohérent dans cette première partie. N'oubliez pas en fin de partie de faire une petite phrase conclusive pour bien marquer vos idées. Deuxième partie, l'exhortation morale. Alors, l'exhortation morale, ça veut dire le fait de donner un conseil, un avis à quelqu'un ou une injonction, un ordre. Tout d'abord, cette exhortation morale, elle passe par une vision macabre, une vision liée à la mort, pour persuader Hélène. Je vous rappelle qu'on vous distingue convaincre et persuader. Persuader, c'est argumenter en faisant appel aux émotions, et convaincre, argumenter en faisant appel à la raison. Donc le registre macabre, vous allez pouvoir, là je ne le fais pas à votre place, vous pourrez le faire aisément, relever dans le texte les éléments qui réfèrent à la mort, à la solitude, au désespoir potentiellement. C'est plutôt dans les tercets, je vous l'indique déjà. Il y a un rappel de la gloire du poète avec les ombres myrteux, qui en fait, le myrte c'est la plante associée à la gloire poétique. Et donc, en ce sens, la gloire du poète, elle est immortelle, et donc elle survit à sa propre mort. Et puis, ce poème, il est centré sur Ronsard dans les tercets. On en parle beaucoup d'Hélène dans les quatrains, puis ensuite, on change de point de vue dans les tercets, on parle plus de Ronsard. Pourquoi? Parce que le sonnet, traditionnellement, oppose les quatrains et les tercets. Donc, un indice, quand vous avez un sonnet, regardez bien quelle est la différence de thème entre les quatrains et les tercets. Et donc, cette différence se concentre à la Volta, c'est le début des tercets, en fait. Ainsi, le poète joue sur le sentiment de crainte qu'aurait Hélène, il parle de regret, il parle du fait qu'elle risque de faire passer le temps pour rien, et sur la douleur de la perte. Et puis, dernier élément, exhortation au changement, donc l'argumentation a pour but de faire changer Hélène, de faire changer d'avis Hélène. Donc on peut repartir sur la notion de regret, là aussi point méthodologique, vous avez le droit de prendre 2 fois les mêmes termes, dans la première partie, dans la deuxième partie, dans les sous-parties, tant que vous en faites une analyse différente. Donc là, j'ai utilisé le regret là, je le réutilise là. Un regret de la perte d'Hélène qui est prophétisé, là aussi, qui est prédit par le poète, et qui légitime le fait qu'il lui donne un conseil. Ce conseil, c'est de suivre le carpe diem d'Horace. Vous vous rappelez l'adage latin, carpe diem, qui veut dire cueille le jour.
qui a été donc formulé par le poète Horace. Et Cueille le jour, eh bien, ça fait écho, je vous le montre quand même, ce poème sur le fait de cueillir, ça fait écho à Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, dans le poème de Ronsard. Et puis, dernier élément de cette exhortation au changement, l'opposition entre le futur sombre et le présent qui, lui, est symbolisé par la rose, cueillez les roses de la vie. Donc, en conclusion, cette prophétie était aussi un avertissement. Une conclusion. Donc, le but de la conclusion, c'est de répondre à la question, de rappeler la réponse à la question. Le poème est argumentatif plus qu'il n'a un sonnet amoureux, et on peut remarquer que les autres poèmes amoureux dédiés à Hélène sont rappelés sans être cités, puisqu'il dit « J'ai chanté vos louanges, c'est une louange immortelle ». Et je vous ai indiqué, si vous voulez le lire, un poème qui correspond en fait à ces louanges immortelles que Ronsard dédiait à Hélène dans ses mêmes sonnets pour Hélène. Merci Élodie pour ce décryptage très intéressant. Si vous le voulez bien, maintenant on va passer aux questions de nos internautes qui, je l'espère, ont été nombreux à réagir sur notre page Facebook. On va passer à la première question. On a une question de Fleur qui nous demande est-ce que l'on a toujours la problématique qui accompagne le sujet? Est-ce qu'on a toujours la problématique? Je vais vous mettre peut-être la diapo de la problématique. Non, on ne l'a pas toujours. En fait, ça dépend. Quand on est à l'oral, on a toujours la problématique. Mais ce n'est pas celle qu'on a traitée en cours en général, puisque le but c'est de vous faire réfléchir différemment sur le texte et de ne pas vous faire réciter ce que vous avez pu apprendre par cœur par rapport à vos cours. À l'écrit, tout dépend de la filière dans laquelle vous êtes inscrit. Il y a des filières qui vont proposer la problématique, comme les filières technologiques STG, STMG, etc., ou STI. Et puis il y a des filières qui, elles, vont laisser le choix de la problématique libre, donc L, ES, S. Très bien. Et on a une deuxième question qui est une question d'Amaury et qui nous demande comment parler des rimes. Oui, alors comment parler des rimes? C'est une bonne question parce que souvent on l'oublie en fait, on oublie ces rimes. Je vais retrouver quand même le poème, ce sera mieux parce que sinon c'est un peu abstrait. Voilà, donc ces rimes, vous voyez ici que chandelle belle rime, filant émerveillant rime. Je ne les fais pas doute, mais on va se rendre compte qu'en fait, il y a des rimes qui peuvent faire sens et d'autres qui ne font pas sens. Donc par exemple, dédain et demain montre que ici, le futur s'oppose à un dédain présent. C'est-à-dire que le fait de dédaigner aujourd'hui Ronsard de la part d'Hélène va impliquer un avenir particulier qui est un avenir plutôt négatif. Hein. C'est ce qu'il a dit dans tout le poème. Donc la rime ici peut être interprétée de cette manière-là. Bon, ça suppose une bonne connaissance du poème. Il y a des rimes qui sont plus simples à commenter, bien sûr. Ici, eau et repos, ça évoque la mort, tout simplement. Hein. Donc le fait de mettre en rime deux termes qui se ressemblent, qui illustrent la même idée, peut être analysé dans le cours de l'étude de texte comme faisant sens. Dernière question, une question de Nina qui nous demande quelle est la différence entre explication et commentaire de texte. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée également ce matin en regardant le sujet. Oui, alors c'est une terminologie qui est un peu opaque. Hein. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Un commentaire, une explication, a priori, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a un texte et on l'explique, on l'analyse et on le commente. Hein. Expliquer, ça veut dire déplier étymologiquement, et puis commenter, c'est il y a cum dedans, c'est-à-dire avec, c'est être avec le texte et avoir son esprit avec le texte. Donc, il n'y a pas réellement de différence normalement. Là, on peut parfois faire une différence, c'est quand on ajoute un petit adjectif. Quand on dit qu'on vous demande une explication linéaire ou qu'on demande un commentaire composé, là, du coup, les choses diffèrent. Une explication linéaire, ça veut dire qu'on va expliquer ici le texte en faisant un grand 1 sur, par exemple, les quatrains et un grand 2 sur les tercets. Alors que si on demande un commentaire composé, on va vous demander dans le grand 1 de tout analyser et dans le grand 2 de tout analyser, mais à chaque fois de manière différente. Donc l'explication, quand elle est dite linéaire, suit la progression du texte, alors que le commentaire, quand il est dit composé, lui, suit la pensée votre pensée à vous, en fait, hein, la manière dont vous voulez répondre à la question. Merci beaucoup, Élodie Pinel, pour cette explication de texte de Pierre de Ronsard. Donc, on se retrouve tous très bientôt, la semaine prochaine, en fait, pour un nouveau live au sujet des révisions du bac, en partenariat, évidemment, avec les bons profs. Bonne soirée.